Et merci d'être présents si nombreux donc, pour cette présentation qui me donne l'occasion de renouer avec un sujet sur lequel j'avais travaillé il y a longtemps et qui est un peu marginal par rapport à mes centres d'intérêt, mais qui, vous allez le voir, est un beau révélateur des dynamiques économiques et commerciales de la région. Puisque le 16 novembre 1724, le Conseil d'État statuait sur la requête présentée au roi par, je cite, Pierre Mitchell, natif de Dublin, naturalisé et domicilié à Bordeaux, contenant qu'il a un secret particulier pour la fabrique d'un verre propre pour les bouteilles, d'une telle force et épaisseur qu'elle résiste aux impressions de l'air, en sorte qu'elle conserve les liqueurs les plus fortes et les contienne sans risque. C'est ce document qui signe en quelque sorte la naissance de la verrerie Mitchell, une entreprise familiale de renom et qui est la principale verrerie de Bordeaux tout au long du XVIIIe siècle. Alors il y aurait bien des manières de retracer l'aventure des Mitchell. Les Mitchell, c'est d'abord une saga familiale, puisque celui dont je vais vous parler ici, c'est surtout le père, qui est le fondateur de l'établissement, mais après le père vient la veuve, et après la veuve vient le fils. La saga Mitchell, c'est aussi l'étude d'un secret de fabrication et l'étude de sa mise en œuvre. Et puis, bien la verrerie Mitchell, je dirais que c'est aussi l'occasion d'étudier une rencontre. Une rencontre entre la volonté d'un individu pionnier et étranger, un individu porteur d'un secret de fabrication. Et puis surtout, on va s'apercevoir que ces aventures individuelles, il y en a beaucoup, mais si vous n'avez pas de soutien étatique en réalité pour porter ce projet, beaucoup en réalité échouent. Et la rencontre de Mitchell, eh bien justement, c'est la rencontre entre un individu avec un secret de fabrication et une volonté étatique qui est celle de relancer la production de verre dans la région. La région, justement, parlons-en un petit peu, et essayons de voir en quoi cette région et cette période constituent un terrain propice pour la réussite de cette innovation qu'est la bouteille en verre. Si on essaye de faire un rapide panorama du début du XVIIe siècle, on s'aperçoit qu'au XVIIe siècle, un peu partout en Europe, on maîtrise bien l'art du verre. Il n'y a rien de très original là-dedans. Mais compte tenu en fait de la composition et des techniques de soufflage, eh bien, les productions donnent en fait des bouteilles minces et des bouteilles fragiles. Et donc, eh bien, ces bouteilles, elles ne peuvent pas servir au transport des liquides sur de grandes distances. Ces fabrications en verre, ces carafes, ces bouteilles, elles ne servent finalement qu'à tirer le vin du fût. On va tirer à la barrique dans la bouteille. Et éventuellement, on peut s'en servir pour transporter avec beaucoup de précautions depuis chez le tavernier jusqu'au domicile d'un particulier, ça se fait. Et puis surtout, donc, la bouteille en verre, eh bien, ça sert surtout à présenter à table. Ce n'est pas un conditionnement encore tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puisqu'elles sont fines et fragiles, on a ce qu'on appelle beaucoup des bouteilles clissées. Je pense que vous visualisez assez bien ce que c'est, c'est-à-dire ces bouteilles recouvertes en fait d'osier pour les protéger. Donc ça, c'est la situation début du XVIIe siècle. Mais ce qui se produit surtout à la même époque et qui va transformer cette fois-ci le monde du vin, c'est que débute ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui contraste avec aujourd'hui, mais c'est un autre sujet. Mais ce petit âge glaciaire, il transforme en partie l'agriculture européenne. Et ça veut dire qu'avec le petit âge glaciaire, la limite septentrionale de culture de la vigne, elle descend. Donc il y a toute une partie des pays du Nord qui ne produisent plus de vin ou qui produisent beaucoup moins de vin. Et donc ils doivent s'approvisionner dans les pays de l'Europe du Sud. Les vignobles, dès lors, qui sont situés près des ports de l'Atlantique et de la Méditerranée, vont tirer profit de ce nouveau marché. On va voir des flux qui vont s'instaurer, ou en tout cas qui vont s'intensifier depuis le sud de l'Europe vers le nord. Et c'est l'origine notamment de la croissance, de la prospérité grandissante
de vignobles comme Bordeaux, bien sûr, mais aussi, par exemple, les vignobles du côté de Porto, la région de l'Alto Douro, de Jerez, de Madère, de Malaga, de Frontignan. Donc ces vignobles-là sont portés par la demande des pays du Nord. Bordeaux, eh bien, ça ne vous surprendra pas, est une région productrice de vin, et elle passe justement au XVIIIe siècle du tonneau à la bouteille. C'est là aussi l'une des transformations qui servent de contexte à ce que je vais vous présenter. Bordeaux passe, ou le vin de Bordeaux passe du tonneau à la bouteille, et le commerce s'accroît de façon exponentielle. Alors il y a toujours eu un commerce viticole important, mais la nouveauté du début du XVIIIe siècle et de la fin du XVIIe siècle, c'est ce qu'on appelle les New French Clarets, donc les nouveaux clairés bordelais. Je pense que c'est quelque chose qui vous est familier. C'est-à-dire que, alors que Bordeaux, depuis le Moyen-Âge, produisait un vin clairé, désormais, on a des vins rouges, on parle même de vins noirs, donc des vins tanniques, et des vins surtout qu'on va commencer à conserver et à faire vieillir. Et ceux qui vont porter en fait cette nouvelle demande, parce qu'il y a toujours un effet d'offre et de demande, ce sont les Anglais. Les Anglais vont être de grands amateurs de ce type de vin. Et vous allez voir pourquoi justement je recampe un peu ce contexte. C'est que la particularité de ces types de vins, c'est de vieillir. Et la mise au point de la bouteille, du bouchage, sont un élément essentiel de ces procédés de vieillissement, de conservation, etc. C'est avec le développement des New French Clarets et de leur succès en Angleterre, on va y revenir, qu'on va avoir besoin de plus en plus de bouteilles. Donc on est effectivement dans un contexte extrêmement porteur, et ce contexte porteur sur le plan viticole, il va rencontrer la volonté étatique d'encourager une fabrication de verre qui soit nationale. Jusque-là, on importe beaucoup de choses. On veut fabriquer du verre et, eh bien, dans cette rencontre, c'est là que Mitchell va trouver un contexte porteur. C'est là qu'il va proposer et faire valoir son secret de fabrication. Et c'est cette aventure donc, que je vous propose de découvrir. Alors pourquoi le sieur Mitchell, on a vu, il est natif de Dublin, etc. Pourquoi cette aventure-là, elle est d'abord bordelaise ? Eh bien tout simplement parce qu'à Bordeaux, il y a un marché. Et c'est d'ailleurs le départ de la requête de l'aspirant verrier Mitchell. En 1723, il demande, je cite, « le privilège d'une verrerie pour la composition d'un verre propre à faire des bouteilles qu'il expose être très rare et très cher dans votre généralité. » La généralité, c'est le territoire de la Guyenne qui est sous l'autorité de l'intendant. Donc, des bouteilles très rares et très chères dans votre généralité, le public étant obligé d'en faire venir des provinces éloignées. Donc, il y a bien à Bordeaux, clairement, un marché pour ces bouteilles, marché qui se crée, marché qui progresse au point de sembler ne jamais être satisfait. Dès le début du XVIIIe siècle, je vous l'ai dit, Bordeaux a besoin de bouteilles pour la vente au détail du vin, pour ces fameux New French Clarets, qui, au départ, sont conservés en barriques et sont exportés en barriques. Les barriques partent et sont achetées par les négociants qui sont installés à Londres, à Bristol, dans les grands ports britanniques. Et donc, ces marchands de vin anglais, les wine merchants, servent en fait une clientèle d'amateurs raffinés. C'est à la différence des Hollandais, si vous voulez, qui achètent des grosses cargaisons de vin pour en faire éventuellement de l'eau de vie. Les Anglais, eux, ils achètent du Bordeaux de qualité qui peuvent payer un prix très élevé. Et donc tout ça, c'est pour une clientèle d'amateurs raffinés. Et ben, cette clientèle, elle, le service en cruche ou en bouteille clissée, ça ne lui convient pas. On va passer à la bouteille de forme ovoïde. Je vous en ai montré dans la diapo introductive. Et on voit apparaître justement cette forme avec le cylindre, avec le col qui s'affine et qui s'allonge. Et dans le courant
du XVIIe siècle. Donc ces marchands anglais, ils font venir le vin en tonneaux et ils embouteillent sur place, dans leur propre chai. Et c'est à ce moment-là, ensuite, qu'ils le vendent. Alors on en trouve parfois des traces. Vous voyez ici un paiement qui a été fait en 1660 par le Trésor royal, parce que oui, on a beau être en guerre avec la France, on continue à boire du Bordeaux sur la table du roi ou de la reine. Donc une quittance en 1660, ici payée à Joseph Bataille pour 169 bouteilles de vin de Aubryon. Je vous laisse apprécier l'orthographe. J'ai même trouvé, l'une des premières citations, c'est du O'Brien. Voilà, donc il fallait le retrouver. Donc du Aubryon pour avoir livré lui-même pour Sa Majesté le Roi et ses invités au prix de 21 shillings et 4 pennies par bouteille bien remplie. Donc vous voyez, on est là sur des marchands anglais qui livrent en bouteille. Et pourtant, de même que les négociants du Nord qui étaient venus s'installer au Chartron ont commencé à investir dans la vigne, à planter, en fait, les Anglais aussi, ils vont remonter en quelque sorte la chaîne de production. Et on va désormais non plus faire l'embouteillage à Londres, mais chercher à embouteiller directement dans les chais bordelais et ensuite faire venir en bouteille. Et à partir du moment où la mise en bouteille, elle se fait à Bordeaux, vous avez bien compris que la croissance est exponentielle et qu'elle résulte en fait d'éléments congruents. Pourquoi quels sont les facteurs qui expliquent cette expansion ? D'abord, il n'y a plus de limite légale à cette pratique. Il faut savoir que pendant longtemps, le commerce du vin en bouteille n'était pas autorisé. En 1728, le pouvoir royal met fin à cette interdiction de commercialiser le vin en bouteille sur le territoire français. Deuxième élément, 1735, la normalisation de la contenance des bouteilles. Vous allez voir que c'est un problème qu'on va voir revenir de manière récurrente et qui explique que pendant longtemps, on reste sur du tonneau avant de passer à de la vente en bouteille, parce que la vente en bouteille, ils ne maîtrisent pas trop la contenance, en fait. Alors, on vous explique que c'est pour des raisons techniques. Bon, il y a des raisons techniques, mais pas que. Donc, 1735, normalisation de la contenance des bouteilles. C'est une loi très utile parce que ça va rassurer évidemment les consommateurs et puis ça va bien sûr encourager la pratique. Et donc, à la faveur de ce type de mesure, la mise en bouteille se généralise, d'autant qu'elle répond aussi à une innovation, on vient de le dire, c'est-à-dire le goût croissant pour le vin vieux. Et la mise en bouteille est un élément essentiel du vieillissement, notamment à partir du moment où on met en place le bouchage avec le cachet de cire. Ce phénomène se conjugue aussi, dans le cadre bordelais, avec l'explosion du commerce colonial. Parce qu'aux colonies, on va boire du Bordeaux. Et vous voyez ici l'intendant qui résume très bien cette évolution. Bien des habitants des îles à leur aise sont devenus plus délicats. Et pour boire de meilleurs vins, du vin vieux, ils en demandent en bouteilles. C'est-à-dire que les bouteilles, c'est plus seulement pour les Anglais. Désormais, ça traverse l'Atlantique pour rejoindre les habitations des grands planteurs. Le besoin est tel que, inutile de vous dire que l'aventure Mitchell fait des envieux. Donc beaucoup espèrent connaître le même succès. Et on voit que les demandes de création de verreries vont affluer au milieu du siècle. La même année, par exemple, le contrôleur général Truden, une sorte de ministre du commerce pour faire simple, reçoit les requêtes de Mitchell fils, qui veut créer une nouvelle verrerie qui ressemble à celle de son père. On voit la requête d'un certain Sanzané, dont je vais reparler un peu plus loin, et il signale, ce dernier, dans sa lettre, on prétend que les 3 verreries établies à Bordeaux ne sont pas suffisantes. Et c'est ça qui nous amène effectivement à considérer ce problème récurrent, c'est-à-dire que même une fois qu'il y a des établissements, il y a toujours une demande à Bordeaux qui est plus importante que ce qu'on produit ou que ce qu'on fait venir. Donc le besoin existe, mais il n'est pas satisfait localement, du moins au début.
Dès la fin du XVIIe siècle, puisque c'est à ce moment-là que ça commence, la ville, eh bien, puisqu'il n'y a pas d'établissement, elle va commencer par des importations. Et les importations se font en nombre non négligeable. Vous avez ici donc quelques éléments. Les importations se font depuis Rouen, depuis Calais, depuis les Pays-Bas. On en fait venir aussi depuis le sud-ouest de la France. Vous voyez un peu les chiffres, 110 000 bouteilles à la fin du XVIIe siècle, 98-99, presque 72 000 en 1714-1715. Alors le fléchissement est à questionner. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Il y a deux facteurs qui peuvent expliquer. D'abord, c'est la fin de la guerre de succession d'Espagne. Donc il est possible que le commerce du vin est un peu fléchi. Et puis surtout, ce qui explique ces choses-là, c'est est-ce que la récolte a été bonne ou pas. Donc là, d'une année sur l'autre, on peut avoir des choses qui varient fortement. Une grande partie donc de ces bouteilles qu'on fait venir, initialement, ne sont pas utilisées pour conditionner le vin en vue de l'expédier. Il ne faut pas oublier que le premier usage, comme je vous ai dit, de ces bouteilles, c'est chez les marchands, c'est dans les cabarets. En fait, c'est pour servir le client. Il y a énormément de bouteilles qui sont utilisées de cette manière. Pourquoi ? Tout simplement parce que la culture matérielle est en train de changer. Pour dire les choses familièrement, la terre cuite, l'étain, c'est has-been. Désormais, si vous voulez servir élégamment, même dans les cabarets, vous le faites dans des bouteilles en verre. Et vous ne faites plus ça dans des pots d'étain, comme ça se faisait auparavant. Ces bouteilles, cependant, les premières qu'on utilise, elles sont encore dans du verre clair et du verre mince, qu'il faut donc toujours clisser, c'est-à-dire recouvrir donc de cet osier. Autre problème, je vous l'ai dit, la contenance est approximative. Ou alors aussi, alors c'est la France, donc il y a, selon la région où vous allez, il y a une contenance différente, il y a des pratiques différentes, et on verra même que ça persiste. La bouteille de Frontignan, c'est pas la bouteille de Bordeaux, qui n'est pas la bouteille utilisée en Bourgogne, qui n'est pas la bouteille de Paris. À partir de là, à chaque fois, il y a des contenances différentes, et ça c'est tout le problème, parce que ça favorise la fraude. Et donc, effectivement, il y a des problèmes sur des contenances qui sont toujours approximatives, mais quelle surprise, c'est toujours à l'avantage de celui qui commercialise. Bon. Ce qui veut dire aussi que les autorités sont évidemment sensibles à ce genre de problème, quitte à prendre des mesures assez sévères. Typiquement, vous avez cet édit de 1709. Il y en aura un autre en 1735. Mais vous voyez l'argumentaire qui est rédigé à cette occasion, qui est très précis. Il s'est glissé si grands abus dans le débit des vins vendus en détail qu'au lieu de servir des mesures, on ne sert presque plus que des bouteilles de verre qu'on porte des autres provinces et qui n'ont aucun rapport ni aucune proportion avec les dites mesures. Et comme l'on ne donne qu'une grande bouteille ou deux petites pour un pot, il arrive non seulement que le public est privé de la commodité d'un moindre détail, mais encore que les hôtes et cabaretiers, à qui il est défendu par les arrêts de vendre du vin qu'à leurs hôtes seulement, trouvent l'occasion de contenter leur avidité, font faire des bouteilles plates et petites dont les trois font à peine un pot et les donnent pour demi-pot. Vous voyez, vraiment, il rentre dans le détail de la législation. Alors, sous l'Ancien Régime, bien souvent, ce genre de décision, ça reste lettre morte. Là, non. Et personnellement, j'en avais retrouvé une mention que dont je n'avais pas compris le sens à l'époque, dans un document que j'avais étudié, qui est le mémorial de l'abbate de Savignac, qui est un magistrat du Parlement qui écrit la vie à Bordeaux, tout ce qui se passe de 1708 à 1720. Et justement, cette mesure, il se fait l'écho. Il y a en 1709, au 4 janvier 1709, il lance une grande inspection de tous les cabarets bordelais, c'est-à-dire de tous les points de vente. Ce sont les jurats de la ville qui ordonnent cette inspection. Et toutes les bouteilles dont la contenance est inférieure à un demi-pot sont saisies et sont brisées sur les fossés de l'hôtel de ville. Donc c'est vraiment une espèce de rafle et on casse le matériel publiquement histoire de dire bon, maintenant, terminé. Alors ça c'est le contexte. Ma question est,
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de production locale? Alors, il y a des verreries en Nouvelle-Aquitaine. Là, vous avez une carte un peu générale des industries de la région. Mais en 1718, il y a à peine une dizaine d'établissements et encore qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Une dizaine d'établissements en proie à un marasme économique pour une raison simple, récurrente sous l'Ancien Régime, on manque de bois. Et une verrerie, ça mange du bois, ça mange beaucoup de bois. Ça, à partir du moment où vous n'avez pas suffisamment de bois pour faire chauffer le four, ça veut dire que ce bois, il faut l'acheter, il faut le payer cher. C'est un surcoût de production. Et le surcoût de production est tel qu'il est supérieur au prix du transport pour les bouteilles. Donc, à partir de là, on continue à importer. Le prix du bois, dans la généralité, est tel, je cite, que les ouvrages de verre qui viennent de Normandie coûtent moins ici que ceux qui se fabriquent dans ce pays-ci. Le déficit, donc, il se mesure en termes de prix, mais le problème, il est aussi qualitatif. Cette manufacture ne mérite pas beaucoup d'attention dans cette généralité. Les ouvrages qui s'y font sont très vilains et très mauvais. En d'autres termes, les productions de la région ne valent pas les importations, qu'elles soient françaises ou étrangères. Et le problème, c'est que justement, au fil du siècle, cet état de fait perdure, sur le plan quantitatif en particulier, et même la verrerie Mitchell, au plus fort de sa production, ne parviendra jamais à couvrir les besoins de la région. Alors, cet avis, ça ne vous surprendra pas, c'est celui des concurrents de Mitchell. Parce qu'évidemment, si vous voulez ouvrir votre propre verrerie, la première chose que vous déclarez, c'est que y a un besoin qui n'est pas couvert, donc il y a de la place pour d'autres. Donc c'est l'avis de ceux qui demandent un privilège d'établissement, comme on pouvait s'y attendre, mais, et c'est là qu'il faut prendre la chose plus sérieusement, c'est l'avis de la Chambre de commerce. Parce que, et là, c'est une source très intéressante à consulter, parce que la Chambre de commerce, c'est l'avis des négociants et des marchands de vin. Mais c'est aussi l'avis de l'intendant. Et l'intendant, cette fois-ci, c'est le point de vue de l'État, qui est dans une logique de développement global du territoire français. Donc on a effectivement une production insuffisante qui fait qu'on doit encore et toujours faire appel à l'importation. Et quand vous regardez par exemple le verrier Fonberg qui défend sa production, sa demande, il signale, je cite, que la province de Guyenne consomme au-delà du produit de ces deux fabriques. Il arrive, il y a déjà 2 verreries installées. Donc au-delà du produit de ces 2 fabriques, une fois au-dessus. C'est parfait, il y aurait juste de la place pour lui. Et il dit qu'il faut importer, on retrouve encore les mêmes circuits commerciaux, Rouen, Calais, Hambourg et autres lieux. Par ailleurs, une note retrouvée dans les papiers de l'intendant, alors non datée, mais qui est probablement du milieu du siècle, indique qu'en temps de paix, je cite, « il vient à Bordeaux par an, tant de Dunkerque, Calais, Rouen, Nantes que d'Hambourg, de 450 à 500 000 bouteilles, les dames Jeanne comprises. » Le sieur Carrier ou Legris de cette ville en a reçu à lui seul de 200 à 250 000 par an. Donc, vous voyez les volumes annoncés et on comprend que là, Mitchell, évidemment, il a trouvé un créneau porteur et que ce créneau, bien d'autres vont chercher à en profiter. Alors essayons justement maintenant de voir l'aventure de Mitchell et comment il a réussi à s'imposer à Bordeaux. Et pour comprendre son aventure, il faut comprendre un peu d'où vient ce fameux secret. Alors Mitchell, il est irlandais, mais le verre, la technique de fabrication du verre qu'il propose, c'est du verre anglais. Ça n'a rien de spécifiquement irlandais, et justement, c'est quelque chose qui va retenir notre attention. Donc c'est d'Angleterre qu'il a rapporté ce secret, et ce secret, vous allez comprendre pourquoi ça va répondre à la situation locale, c'est que désormais, on va faire de la verrerie avec du charbon de terre, et non plus du charbon de bois. Donc cette verrerie au charbon de terre, elle modifie complètement la donne dans le domaine de la verrerie. Il faut ici remonter un petit peu
au XVIIe siècle. Je vous l'ai dit, dès le début du XVIIe siècle, le besoin de bouteilles se fait sentir. Et si on se place en Angleterre, ils ont besoin de bouteilles de verre. Mais l'Angleterre, alors en France on manque de bois, mais l'Angleterre est défrichée très largement depuis près d'un siècle. Ils ont un manque de bois qui est bien supérieur à ce qu'on peut connaître en France. Donc une Angleterre qui a été défrichée dans les siècles précédents. Et en fait, le roi Jacques Ier Stuart, qui a succédé donc à la reine Élisabeth, se laisse convaincre que les fours des verriers qui fonctionnent à bois sont une menace pour ce qui est essentiel pour les Anglais, à savoir la marine. C'est-à-dire que l'idée est de dire, s'il nous reste quelques bois, ça doit servir à construire des navires, ça ne doit pas servir à être brûlé pour faire du verre. Donc l'idée, on va réserver le bois anglais pour la marine et pour les constructions aussi, tout simplement pour le bâtiment, mais on ne peut plus se permettre d'utiliser du bois à brûler. Et vous voyez par exemple la réflexion de Sir Robert Mansell, le trésorier de la flotte en 1615, qui fait prendre un édit d'interdiction des verriers au bois. Étant donné que ces dernières années, le gaspillage de forêts et de bois par les verreries a été excessivement grand et intolérable, ce serait un moindre mal de revenir à l'ancienne manière de boire dans de la pierre et aux fenêtres à petits carreaux. Donc vous voyez vraiment, on voit toutes les manières de supprimer le verre, plutôt que de souffrir la perte d'un tel trésor. En conséquence de quoi, nous ordonnons que personne dans ce royaume ne fonde, ne fabrique ou ne fasse fondre ou fabriquer quelque verre que ce soit à l'aide de bois. Donc vous voyez là encore une décision très, très ferme. Alors Robert Mansell, vous avez vu le poste qu'il occupe, bien évidemment, il pense à l'avenir de la marine. Ne vous inquiétez pas, il pense aussi à ses propres intérêts. Parce qu'en 1623, le même Robert Mansell, moyennant redevance, se fait octroyer par le roi le monopole de fabrication dans des fours à charbon. Donc vous voyez comment ça marche. Il fait interdire la fabrication traditionnelle, il se fait reconnaître le privilège, le monopole de fabrication du verre dans des fours à charbon, et il n'a même pas besoin de parfaitement maîtriser le procédé, parce que ce qu'il a acheté surtout c'est le monopole, et en fait derrière il sous-traite. Donc il s'est réservé la fabrication, et ensuite il fait travailler d'autres. Il installe d'ailleurs ses manufactures dans la région de Newcastle. Oui, puisqu'on se met là directement sur les gisements houillers du nord de l'Angleterre. Le nouveau combustible, surtout, alors c'est pas simplement que ça remplace le bois, c'est aussi que ça va permettre un verre différent. On a une température de fusion qui va être bien plus élevée, et ça va donner un verre plus solide. Et là, on a une clé importante pour nos nouvelles bouteilles. Cette région de Newcastle, d'ailleurs, elle va demeurer durant 2 siècles la principale région verrière du monde, parce qu'ils sont les premiers à maîtriser ce type de fabrication. Alors, ça reste la première verrerie du monde, mais le secret, évidemment, va se diffuser. Des verreries à charbon, vous allez en voir s'ouvrir sur le continent en 1616 à Rouen. Et là, vous comprenez pourquoi Bordeaux fait tout le temps venir des bouteilles de Rouen. Pourquoi à Rouen ? Tout simplement parce que Rouen, c'est bien situé pour importer du charbon anglais, parce qu'on va avoir aussi ce problème-là, j'y reviendrai plus tard, mais pour faire des verreries à charbon, faut du charbon. Et en France, il n'y en a pas tant que ça, ou en tout cas pas de la bonne qualité. Donc des verreries à charbon, vous en trouvez à Rouen, parce qu'on fait venir d'Angleterre, mais vous en trouvez aussi par exemple à Liège, du côté donc des territoires belges. Il y en a une qui ouvre en 1627. Là, on va travailler évidemment avec du charbon local. Et l'Angleterre ne va pas en rester là, elle va acquérir une grande avance technique avec justement ce personnage-là qui est très joliment portraituré. Vous voyez déjà que quand on peut s'offrir un portrait par Van Dyck, c'est que généralement on a réussi dans la vie au XVIIe siècle. Et Sir Kenelm Digby, il a vécu de 1603 à 1665,
C'est un personnage passionnant. C'est un chevalier catholique. Dans l'Angleterre de l'époque, c'est pas simple. C'est un aventurier. Il a été pirate, il a été diplomate, il a été philosophe, un philosophe discutant avec Descartes. Donc pas de la philosophie de salon. Il s'est même passionné d'alchimie pour compléter le tableau. Et c'est sous cet angle-là, en fait, qu'il va s'essayer à tout ce qui est verrerie. Et c'est lui qui va perfectionner, en fait, la technique de Mansell dont je vous parlais tout à l'heure. On pense qu'il a ouvert une verrerie dès 1632. C'est lui qui met au point un four à tunnel et à soufflerie. Alors pourquoi ce détail est important? Tout simplement parce que ça permet d'élever encore la température, et à partir du moment où vous avez une température plus élevée, il y a une plus grande proportion de silice dans la pâte de verre, ce qui fait que désormais on va avoir des bouteilles à verre épais. C'est des bouteilles de 3 à 7 mm d'épaisseur, et surtout, c'est la nouveauté, c'est du verre noir, alors que les bouteilles jusque-là c'était du verre transparent. Et là aussi, dans une logique viticole, du verre sombre pour protéger le produit, ça va être quelque chose d'essentiel. Autre élément essentiel, il arrive à fabriquer des bouteilles de forme et de taille régulière. On pense qu'il utilise des moules et des bouteilles, ce qu'on appelle à base piquée, c'est-à-dire en fait une base qui est renfoncée pour bénéficier d'une assise stable. Bref, le modèle parfait pour des marchands de vin, parce que c'est des modèles qui vont pouvoir bien se poser, qui vont protéger le produit. La solidité permet le stockage, le transport, et la forme est même adaptée à la présentation et au service. On a travaillé par exemple sur le goulot. On a renforcé le goulot par, vous savez, la fameuse bague de verre en haut qui solidifie un petit peu le tout. Et qui va permettre aussi d'améliorer, enfin c'est lié aux techniques de bouchage. Donc tout ça, en fait, donne une bouteille parfaitement adaptée. Alors je vais refermer la parenthèse anglaise juste pour dire qu'il y a eu un contexte vraiment d'émulation, parce que tout le monde a voulu, là aussi ça part du gâteau, donc il y a eu des compétitions, des phénomènes de concurrence. Mais toujours est-il que donc c'est en Angleterre que se mettent au point donc, ce qu'on appelle ces fameuses bouteilles à l'anglaise. Et c'est de ça que va se servir Mitchell. Alors, c'est ça qui peut surprendre, parce que Mitchell, donc aujourd'hui, c'est un personnage, on connaît assez bien sa vie. Là, je salue notamment le travail de Patrick Clark de Dromantin, qui avait bien identifié les sources, etc., qui l'avait replacé dans son milieu. Alors, quelques mots sur ce verrier. Donc, il est émigré, il est originaire de Dublin, il le rappelle. Il est arrivé en France et à Bordeaux pour fuir les persécutions religieuses, ce qui est un parcours classique pour les Irlandais du temps. Et il y arrive relativement tôt. En tout cas, il se marie à Bordeaux une première fois en 1712. Donc, on sait qu'il est là à cette époque-là, avec une femme qui s'appelle Jane Hickey. Donc on est toujours dans le milieu irlandais. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'à cette occasion, il y a un contrat de mariage. Et donc ça nous donne une idée de où ils en étaient un petit peu socialement. Et concrètement, socialement, ils en étaient nulle part. Parce que Jane Hickey, elle a une dot de 60 livres. Voilà, alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais à l'époque, un portefaix sur le port de Bordeaux, il gagne 1 livre par jour. Donc on n'est pas, c'est vraiment une petite dot. Et lui en face, il explique n'avoir, je cite, que son métier pour gagner sa vie. Donc vraiment un couple sans fortune. Et ce métier, c'est ça qui est un peu surprenant, il est charpentier de barrique. Il n'est pas du tout verrier, où il revendique absolument pas cette condition. Donc en fait, il est arrivé sans compétences spécifiques. En revanche, quelques années plus tard, il va se remarier. 1719, il se marie avec Jane Maiden. Donc là aussi, on est toujours dans un lien avec le milieu irlandais. Il obtient des lettres de naturalité 2 ans plus tard, en 1721. Donc là, c'est signe que c'est quelqu'un qui s'intègre bien.
Et surtout, durant cette décennie, on va voir se multiplier des achats de terres et de propriétés. Il va s'acheter 2 bourdieux à Ézines pour la somme de 11 000 livres. Je vous rappelle, au départ, la dot, elle était à 60 livres. Donc là, on a des domaines à 11 000 livres en 1720, et c'est avec ça qu'il va former le domaine du tertre à Arsac en 1724. Alors comment est-ce qu'il a cette réussite? C'est un véritable entrepreneur. D'abord, c'est quelqu'un qui va faire plusieurs métiers. On va le trouver négociant, on va le trouver manufacturier, bien sûr, mais avec ses propriétés, on va le trouver viticulteur. On voit même qu'il est par moments promoteur immobilier. Donc vraiment un homme d'affaires qui sait se débrouiller, qui place l'argent gagné. Il va même profiter de l'essor des colonies pour se faire armateur dans les années 1730. Donc quelqu'un qui tire parti en fait de toutes les potentialités bordelaises. Dans cette courte biographie, je l'ai souligné, on retiendra le lien avec l'Irlande, lien qui se maintient par ces 2 mariages, qui se maintient aussi par le mariage de son fils. Son fils s'appelle Patrice Mitchell et il épouse Élise Lynch, là aussi famille bien connue sur la place bordelaise. Et ce mariage, il est contracté d'abord en Irlande et ensuite enregistré à Bordeaux. Donc c'est pas simplement qu'il fréquente la communauté irlandaise de Bordeaux, le lien avec l'alma mater a été conservé, y compris à la génération suivante. Il a aussi des filles qui contribuent à insérer la famille dans la noblesse d'office bordelaise. Alors, comment on en arrive justement à cette histoire de verrier? Il est possible que ce soit à Dublin qu'il ait appris, qu'il ait eu connaissance en tout cas, du secret de fabrication. Donc on est sur une logique assez classique, maîtrise d'un savoir-faire étranger qu'on va essayer d'implanter dans un nouveau pays. Ça n'a rien d'étonnant. Vous avez en France des aventures comme celle de Van Robey dans le milieu textile. Vous avez un certain nombre de Hollandais qui sont venus s'implanter en Normandie, en Languedoc. Vous avez des Vénitiens aussi qui apportent en France le secret du verre. Enfin bref, je ne vais pas énumérer, mais voilà, sur l'idée d'un transfert de savoir-faire, c'est classique. Mais encore une fois, dans la présentation qu'il fait, il dit qu'il est natif de Dublin, mais à aucun moment il ne revendique d'avoir travaillé dans une verrerie sur place. Alors que ça, normalement, quand vous faites une demande, en tout cas si ça avait été le cas, il l'aurait mis en valeur pour montrer qu'il arrive avec un savoir-faire, qu'il a des années d'expérience, etc. C'est des choses qui apportent du crédit à votre dossier quand vous le présentez à l'intendant. Là, rien de tout ça. Il dit pas qu'il a travaillé dans une verrerie avant son départ. Son premier métier, vous vous souvenez, c'était charpentier de barrique, c'était le métier déclaré. Et donc on a un cas qui est assez différent de celui, par exemple, beaucoup plus classique j'y reviendrai après, de Fomberg. Je vais y revenir, c'est un autre transfuge qui va ouvrir une verrerie à Bordeaux. Fomberg, il est originaire du sud de l'Allemagne. Et lui, quand il fait ses propositions à l'intendant, il est encore en Allemagne, en train de travailler dans une verrerie. Donc il est dans une verrerie des Flandres, pardon. Donc c'est depuis les Flandres qu'il a saisi l'opportunité de venir ouvrir une verrerie à Bordeaux, et c'est depuis les Flandres qu'il fait sa proposition. Alors lui, il dit pour venir fabriquer du verre à l'allemande, et là aussi, il fait valoir ses origines. Et autre élément intéressant chez Mitchell, donc a priori ce savoir-faire, c'est pas un savoir-faire personnel, et il fait le choix de s'implanter à Bordeaux. Ce qui peut surprendre au départ, parce que les verreries, elles sont toutes habituellement implantées dans les bois. Pour une raison simple, évidemment, c'est qu'on se met à proximité du combustible pour éviter les transports. Sauf que là, pour s'installer à proximité du combustible, faut s'installer à Bordeaux, parce que le combustible, il vient par le port. Et c'est là l'intérêt de la verrerie Mitchell, et ce qui explique qu'elle soit à Bordeaux, c'est que Bordeaux, ça va conjuguer tout. Bordeaux, c'est le port, c'est le point d'entrée
du charbon qui vient d'Angleterre. Bordeaux, c'est aussi le foyer de consommation. Bordeaux, c'est le cœur du vignoble. Donc en fait, vous avez le produit, vous avez le combustible et vous avez la clientèle. Et c'est même l'endroit d'où repartiront les bouteilles. Donc en fait, c'est un point de convergence tout à fait essentiel pour comprendre le succès. Et donc il va appliquer ce modèle anglais à Bordeaux, ce modèle anglais qu'on voit aussi dans le procédé de fabrication, mais qui se traduit par un certain type de bâtiment. Si je reprends ici la citation de l'inspecteur de la manufacture qui vient visiter le lieu et qui le décrit, il évoque, je cite, « le four de cuisson, qui est un pavillon carré bâti à l'anglaise pour que les ouvriers y aient assez d'air. Le toit est porté en élévation directe et dans le milieu est l'ouverture pour servir de cheminée. Le four est construit au milieu, sa grande bouche d'ouverture du côté du levant et des réceptacles pour la cuisson de la matière fabriquée d'un côté et d'autre du dit four. » Alors cette structure, telle qu'elle est décrite, elle a été étudiée notamment par André Orsini. Il a identifié dans cette description les fameux cônes glace anglais. Donc là, ça correspond parfaitement bien à ce qu'on sait de la fabrication à l'anglaise, que l'on aperçoit aussi sur certaines gravures du Bordeaux du XVIIIe siècle. La silhouette des bâtiments de la verrerie Mitchell peut y être retrouvée. Et donc l'Angleterre, c'est là que vient le combustible, on importe le charbon, on en fait venir aussi les cendres de varech qu'on utilise dans la fabrication. On en fait venir parfois de Normandie, mais ça reste quand même, la source anglaise est meilleure. Et puis l'Angleterre, c'est aussi le modèle d'une partie des bouteilles, on parle bien de bouteilles dans la forme anglaise. Donc il a vraiment importé tout le concept. Pour ce qui est du travail en lui-même, l'établissement tourne avec un nombre limité d'employés. On sait qu'il y a 4 souffleurs secondés par 4 aides, il y a un fondeur, 4 teasers, donc vous voyez des métiers très, très spécifiques, et puis quelques manœuvres. Bref, quand vous faites le compte de tout, c'est une entreprise importante, mais en termes de personnes, une vingtaine de personnes maximum en fait. Mais, alors 20 personnes, c'est pas beaucoup, mais c'est 20 personnes avec un savoir-faire, j'allais dire que le monde nous envie, mais en tout cas que les concurrents lui envient fortement. Donc une main-d'œuvre qu'on pourrait qualifier de sensible, parce qu'elle est détentrice du fameux secret de fabrication, et vous voyez bien le danger. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un que vous le formez, qui travaille pour vous, et puis que d'un seul coup, il décide soit d'aller voir votre concurrent, soit de s'installer à son compte pour faire ce qu'il vient d'apprendre, ça risque de poser de gros problèmes. Donc le problème pour Mitchell d'abord, c'est de conserver cette main-d'œuvre à son service exclusif. Et vous avez les mêmes réflexes chez Fomberg, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les deux veulent conserver leurs ouvriers et surtout donc les empêcher d'aller travailler pour la concurrence. La veuve Mitchell aussi prend par exemple le soin de garder à son service les Van Soul père et fils, donc vous voyez un autre sans doute des gens de la région de Liège. Et ils ont, alors ces pères et fils se qualifient de gentilshommes verriers, et on les connaît en fait parce qu'ils se plaignent qu'ils sont au chômage technique sans être rémunérés, et la veuve Mitchell les empêche d'aller s'employer ailleurs. Donc il porte plainte parce que il dit elle ne les congédie pas, ce qui les empêche donc je vous disais d'aller s'employer. De même, Fomberg, par exemple, dans son privilège, fait inclure une clause, je cite, selon laquelle aucun des gentilshommes verriers, fondeurs, teaseurs et autres ouvriers travaillant dans la verrerie de Bourg, c'est là où il s'est installé, ne pourra la quitter pour aller travailler dans celle établie à Bordeaux, sans un congé par écrit de l'un des suppliants, à peine de 1000 livres d'amende. Voilà, on rigole pas, tant contre le dit gentilhomme verrier que contre l'entrepreneur de la verrerie. Donc on attaque et l'ouvrier et le futur patron qui lui aura donné à travailler. Et donc vous voyez, il y a une vraie concurrence entre Mitchell à Bordeaux
et Fomberg à Bourg. On le devine aisément, donc la réussite de Mitchell est à la fois le fruit de ses différents apports personnels, mais aussi du soutien de l'État. Voilà, c'était la citation. Et c'est là qu'il faut revenir justement sur... il faut sortir un petit peu de l'image de l'entrepreneur génial, détenteur d'un secret de fabrication qui aurait réussi tout seul. En réalité, la force de Mitchell, c'est de comprendre parfaitement comment fonctionne le système français du privilège, du soutien de l'État. Bref, il rencontre en quelque sorte une commande politique qui est indéniablement forte. Et premier constat, vous vous souvenez, je vous ai dit, Mitchell, il s'est marié une première fois à Bordeaux, la première fois en 1712. C'est seulement en 1723 qu'il ouvre sa verrerie. Donc il lui faut un certain temps, en fait, avant de lancer son entreprise. Et la date nous intéresse parce que elle est donc 1723. En 1718, il y a eu une enquête diligentée par le contrôle général des finances concernant les verreries. Alors c'est une manière de procéder classique de l'Ancien Régime, c'est-à-dire qu'on s'inquiète d'un domaine économique, on lance une enquête administrative, on écrit aux intendants « faites-moi un rapport sur l'état des verreries, etc. Faites-moi remonter les informations et suscitez des initiatives privées ». Et là encore, l'intérêt de l'État, il se voit dans cette enquête lancée auprès des intendants, mais on ne se contente pas de contacter l'intendant. On contacte la Chambre du commerce et donc les négociants, ce qui permet, pour s'assurer justement de ce dont on a besoin. Parmi les mesures proposées, il y a différentes pistes. Abaissement des barrières douanières, bah oui, ça coûtera moins cher de faire venir le charbon anglais si on baisse les droits d'entrée. Et vous voyez les suggestions. Pour donc encourager ces messieurs, il faut leur donner le moyen de gagner. Cela consiste dans les facilités que le Conseil peut leur accorder pour faire venir du pays étranger les matières que la France ne produit point, ou si elle les produit, ne les produit qu'à un prix fort onéreux. Donc voilà, moins de douanes, moins de taxes. Vous voyez, c'est un discours qui ne date pas d'aujourd'hui. Parmi les autres propositions, alors on voit, c'est l'intendant insiste, c'est-à-dire que ça, c'est des particuliers qui font remonter, mais l'intendant appuie, notamment en insistant sur le salicor et la soude. L'un et l'autre sont meilleurs du côté d'Alicante. Le premier, pourtant, se trouve en France, mais d'une moindre qualité. Et donc, conséquemment, on dit il faut baisser les droits sur ce type de produit parce que sinon, ça renchérit la production. Mais au-delà donc, de ce discours récurrent sur la baisse des droits, c'est là qu'on tombe sur une spécificité d'Ancien Régime. La clé de réussite, et ce qu'ils revendiquent tous, et ce qu'on revoit à chaque fois, c'est la fameuse obtention du privilège. En d'autres termes, un monopole avec des règles spécifiques. C'est un élément souvent indispensable à la réussite d'une innovation qui a besoin de se roder quelque temps avant de devenir rentable. Je prendrai ici le cas du sieur Larocque de Noyer, qui est évoqué justement dans la fameuse enquête de 1718. Il s'est lancé dans les verreries. Il ne s'est point découragé et a voulu suivre les idées qu'il avait de faire du cristal, comme il l'a professé dans le pays du Maine, qu'il a pourtant été obligé d'abandonner par l'arrivée de plusieurs ouvrages venus des pays étrangers et portés soit sur des chariots, soit à dos de bêtes avec des passeports. Celui qui l'a contraint de se retirer plus du côté de l'Espagne, espérant que les Allemands ou autres pays du Nord seraient effrayés par la longueur du chemin et n'interrompraient pas la débite de ces marchandises de cristal. Mais comme les marchandises de cristal vendues à vil prix par les étrangers ne peuvent pas lui promettre une assurance de subsister de son travail, il a résolu de joindre au cristal la verrerie commune. Vous voyez cette espèce d'aventure d'une production qui ne fonctionne pas tant qu'elle est concurrencée. Et ça, c'est un grand classique de chez Colbert, c'est-à-dire que quand on veut lancer une production nouvelle, il va complètement verrouiller les premières années les possibilités d'importation pour laisser le temps à la fabrication française de se développer. Au début, la production n'est pas de très grande qualité, elle est très chère, etc. Mais si les productions étrangères sont disqualifiées
par des droits très élevés. Ça laisse le temps de se perfectionner, sachant que normalement l'étape suivante est que, une fois que la production est lancée, on rebaisse les droits et on réinstaure un principe de concurrence. Et malgré tout, ce principe de privilège, chacun va essayer de le conserver. Et Mitchell, autant que les autres, parce que là, je vous ai montré les éléments de la réussite, mais l'ascension de Mitchell, elle est moins linéaire qu'il n'y paraît. Les premières années ont été compliquées. Il obtient l'autorisation de s'établir en 1723, mais ça n'est qu'en 1738 qu'il devient manufacture royale. Donc il lui faut un certain temps avant de s'établir, et durant ces 15 années, eh bien, Mitchell père a dû faire face à de grosses difficultés. Il aurait perdu un capital considérable, il aurait été même sur le point d'abandonner. Alors il faut se méfier un petit peu, parce que ça c'est le discours reconstruit par le fils a posteriori pour réclamer un autre truc. Vous savez, ça c'est toujours les grands classiques, c'est comme les demandes de dégrèvement d'impôts, etc. C'est toujours la misère, c'est horrible, c'est très compliqué, alors surtout faites-moi une réduction. Bon, le discours est intéressant, nous donne des pistes intéressantes, mais il faut le prendre avec un peu de réserve. Ce qui nous intéresse, c'est qu'avec ses lettres patentes de 1738, il a un privilège exclusif à 10 lieues à la ronde, donc ça lui donne vraiment un avantage. On lui donne sans doute aussi une partie des capitaux nécessaires pour un établissement définitif, et la verrerie, désormais, elle est estimée à 60 000 livres. Vous voyez, par rapport à la dot initiale dont je vous ai parlé. Et donc, eh bien, il nous faut voir maintenant le dernier temps de ma démonstration qui sera plus rapide. Mais qu'est-ce que ça veut dire travailler pour l'État à partir du moment où vous êtes une manufacture royale, à partir du moment où vous avez accepté le privilège? Eh bien, c'est travailler sous conditions, c'est accepter un certain nombre de contraintes. Le label royal, il impose 3 types de contraintes. Un interdit, une norme de fabrication et un prix. L'interdit, il est simple, on l'a vu. La première exigence, c'est l'utilisation de charbon, à l'exclusion donc de charbon de terre, bien sûr, à l'exclusion de charbon de bois. Cet impératif est constant, on le retrouve dans tous les argumentaires, chez toutes les personnes qui peuvent demander un établissement de verrerie. Mitchell se soumettant le suppliant de ne consommer aucun bois et n'employer seulement du charbon pour cette fabrique. On a la même chose chez Fomberg, et Truden, en 1751, transmet la requête d'un négociant de Bordeaux sans année, qui, je cite, demande la permission d'établir une verrerie à 1/4 de lieue de Bordeaux pour y fabriquer des bouteilles en ne brûlant dans la manufacture que du charbon de terre. Donc on est vraiment sur cette exigence. Alors bien sûr, ça pose problème, je vous l'ai dit, parce que sur le territoire français, du charbon de la qualité requise, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un petit peu en Quercy qu'on commence à exploiter, mais il faut que ce soit du charbon donc importé. En revanche, cette innovation présenterait aussi, si l'on en croit le fils Mitchell, un autre avantage, c'est celui d'une moindre dangerosité. Alors c'est étonnant parce que l'argument, il n'est pas avancé au moment de l'établissement de la verrerie, mais il est mobilisé plus tard parce que le fils Mitchell se retrouve en opposition avec des marchands des Chartrons. Et donc vous voyez, tout le problème aussi de la verrerie Mitchell, c'est que vous êtes dans un établissement semi-industriel au cœur de l'espace urbain. Et une verrerie, c'est quand même un métier du feu. Et donc ça rencontre tous les impératifs visant à exclure tous les risques d'incendie, etc. Et là, ce que répond Mitchell est intéressant. Il y a 2 espèces de verreries, l'une en bois et l'autre en charbon. Les premières sont à la vérité sujettes à prendre feu, par la raison que lorsque le bois qui sert à sa chauffe n'est pas sec, on le met sécher sur la roue au-dessus des fourneaux, et il arrive que la flamme qui jette des étincelles les porte sur le bois à sécher si on y porte une continuelle vigilance. Mais dans les verreries à charbon, rien de pareil. Le feu de charbon ne jette d'abord aucune étincelle, avantage qu'il a au-dessus du bois. La flamme qui sort des ouvreaux ne s'élève point au-dessus du niveau du fourneau, qui n'est élevé que d'environ 6 pieds au-dessus du sol et ne menace jamais la charpente ou couverture. Vous voyez une approche assez détaillée pour dire finalement le charbon c'est intéressant, en plus c'est moins dangereux.
Donc ça, c'était l'interdit. Deuxième élément, la norme de fabrication. Et là, c'est intéressant parce qu'on est dans un contexte de profusion normative dans les années 1730-1740. Alors, qu'est-ce qu'on veut normer? On veut normer le poids de la bouteille, d'abord. On veut normer aussi la contenance, évidemment, des bouteilles, avec, et ça c'est l'obsession du contrôle général, un alignement sur Paris. Ils essayent vainement d'imposer dans le royaume une sorte d'unification des poids et mesures. Donc ils essayent d'avoir des bouteilles mesure de Paris, on va voir la limite. Et puis, dernier impératif, je vous ai dit, un prix maximum pour le produit. Et ça, c'est dans le privilège accordé, parce que le souci de l'État, c'est, d'accord, je soutiens ta verrerie, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que la verrerie, c'est ce qui conditionne le succès du vin de Bordeaux, des exportations, etc. Donc, il ne faut pas que ton tarif soit prohibitif au point, justement, de désavantager un autre secteur commercial. C'est là l'intérêt de l'État, c'est qu'il envisage les différents intérêts commerciaux. Et donc, on fixe un tarif maximum à 25 livres le panier. Je passe sur le détail. La question est-ce que ces contraintes sont respectées? Est-ce que l'État a les moyens d'imposer sa volonté? Alors, le moyen d'imposer sa volonté, c'est d'envoyer l'inspecteur des manufactures. C'est la personnalité intéressante, qui a un statut assez ambigu, en fait, parce que l'inspecteur des manufactures, c'est à la fois celui qui conseille et qui aide l'entrepreneur, mais c'est aussi celui qui surveille et qui est chargé de la répression de la fraude et des malfaçons. Donc un double positionnement qu'on voit bien lorsqu'il vient inspecter les verreries. Alors là, c'est intéressant de voir aussi les arguments déployés pour expliquer que, oui, bien sûr, le produit n'est pas conforme à ce à quoi on s'était engagé. Alors certains sont tout à fait pertinents. L'un des premiers arguments est de dire qu'on a affaire à une innovation. On en est au début, le procédé il n'est pas encore maîtrisé. C'est normal que, voilà, on tâtonne, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Bon, ça tarde un peu. Mais voilà, une innovation, le procédé n'est pas maîtrisé de bout en bout. La veuve Mitchell explique par exemple à l'inspecteur que on ne fait que 3 cuves de fonte de matière chaque année. Chacune, en théorie, ça peut fournir 100 000 bouteilles par coulée. Mais elle dit, souvent c'est plutôt 80, voire 60 000. Et je cite, s'il arrive accident, elle n'est que de 20 à 30 000. Alors par accident, on entend l'erreur humaine, la faute professionnelle, etc. Si le fondeur, par manque de vigilance, laisse échapper la matière, elle se réduit à 30 et 20 000, comme il vient d'arriver, ce qui cause un grand préjudice, parce qu'il faut rétablir le four, de sorte que le travail cesse. Et en effet, un seul four, donc s'il y a eu un problème avec la fonte, il faut tout arrêter, il faut tout nettoyer, et pendant ce temps-là, le travail s'arrête avant de pouvoir relancer quelque chose. Et donc, ils expliquent qu'il peut être difficile de se conformer aux normes établies par l'État. L'autre problème qu'ils ont, c'est que la déclaration de 1735, elle essaye d'imposer un poids et une contenance uniformes. Donc vous vous souvenez, c'est l'épisode aussi de 1709, et on va vérifier que la production, elle est bien conforme à ce qu'on attend. Et là, malheureusement, inspection de la verrerie Mitchell, la production est convenable, les matières qu'on y emploie sont bonnes, le minimum de poids est respecté. À Bourg, en revanche, la plus grande partie des bouteilles qui se sont trouvées dans cette verrerie ne sont pas du poids de 25 onces et la jauge n'en est pas certaine. Donc là, clairement, des différences. Et puis, des différences qui parfois sont assumées parce que c'est ce qu'explique aussi la veuve Mitchell, c'est que l'uniformisation exigée sur la mesure de Paris, mais ça ne correspond pas aux besoins du marché. Elle dit, nous, on nous commande des bouteilles de formes différentes, de contenances différentes, pour d'autres régions. Donc, le besoin du marché, il est là, et il faut y répondre. Toutes sortes de bouteilles donc, se trouvent chez Mitchell lors de l'inspection de 1749, de diverses figures et proportions.
Il y en a à long col, modèle de Champagne, il y en a à cul plat et enfoncé, modèle d'Angleterre, à très petit col et d'une grosseur presque égale de haut en bas, façon de bouteille de liqueur étrangère. Et il n'y en a pas une qui est du même poids, et il n'y en a pas une qui a la même mesure. Et elle explique aussi que, par exemple, on leur fait faire des bouteilles spécifiques pour le Frontignan, mais qui sont vendues qu'aux marchands qui commercialisent cela. Et donc, elle le dit, nous, il faut répondre aux impératifs du marché. Donc, ce privilège, on le voit, il a des effets qui peuvent parfois être contradictoires entre régulation et blocage économique, et ce sera mon dernier point. L'obtention du privilège, ça d'abord, on l'oublie trop souvent, un certain nombre d'effets positifs. Alors, en quoi ça consiste, le privilège ? D'abord, c'est l'exclusivité de fabrication dans un périmètre défini. C'est la clause que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire à 10 lieues autour de Bordeaux, il ne faut pas qu'il y ait qui que soit d'autre qui fabrique. Donc, un périmètre défini, une durée limitée, mais durée limitée, en réalité, c'est reconductible souvent, et les durées sont longues. Un privilège, souvent, c'est 25 à 30 ans. Donc ça laisse quand même le temps de faire des choses. Je vous le disais, dans un premier temps, les effets du privilège sont positifs, ça protège de la concurrence, et puis ça permet aussi à l'État une régulation de la production. Parce que, j'ai commencé à vous l'expliquer, lorsque Mitchell commence à réussir, ça suscite des vocations. Et pour l'État, ça c'est un problème, parce qu'en réalité, si vous laissez tout un tas d'établissements s'installer, il y en a quelques-uns qui vont fonctionner, mais il y en a plein qui ne vont pas fonctionner et qui vont mettre en difficulté les autres. Parce qu'il y a des problèmes, ça va saturer les importations, il y a des problèmes de main-d'œuvre, enfin bref, ça va faire exploser le marché et ça risque en réalité de couler tous les établissements. Donc le choix de l'État par le privilège est de dire on fait un questionnaire, on identifie les meilleurs, on donne 2-3 privilèges, et on va concentrer les moyens sur ces entreprises-là pour qu'elles réussissent. Donc, idée d'une régulation, en tout cas, c'est l'argumentaire qui est développé du côté de l'État. Le problème, dans un second temps, du privilège, c'est que ça a un peu pour effet de scléroser la situation. C'est-à-dire que ce qui est valable le jour où vous l'accordez n'est peut-être plus valable 20 ans après. Et les privilèges, ils sont toujours là. Typiquement, Sanzané, lorsqu'il veut s'installer, explique « Les temps ont bien changé depuis cette concession. Une seule verrerie était alors plus que suffisante pour fournir parce que les bouteilles n'étaient d'aucun usage dans le commerce des îles. Mais aujourd'hui que ce commerce se trouve en état d'occuper plusieurs verreries et que par là, les droits de la ferme augmenteraient en se multipliant, etc., etc., etc. » Donc il dit « Oui, au début c'était pertinent, mais maintenant le marché est tel qu'il y a de la place pour d'autres. » On trouve ce type d'argument chez les aspirants verriers, mais encore, c'est ce qui est logique, mais on trouve aussi ce type d'argument chez les négociants, qui expliquent là le plafond, j'allais dire le plafond de verre, mauvais jeu de mots, mais le plafond au niveau de la production des bouteilles de verre gêne le commerce bordelais, parce que eux, l'exportation du vin, elle se développe vers les colonies, etc., et donc il faut plus de bouteilles. Donc les verriers demandent une plus grosse capacité de production. Les négociants aussi expliquent que les 3 verreries ne suffisent plus, qu'il est de notre connaissance, je cite, que pendant près de 4 mois de chaque année, la ville s'en est trouvée totalement dépourvue. Donc vous imaginez les effets en termes de commerce. Et donc ce privilège, eh bien, il constitue un frein à l'arrivée de nouveaux établissements, il constitue un frein à la concurrence, il constitue aussi un frein à l'innovation. Parce qu'à partir du moment où vous contraignez la fabrication en posant des normes, d'un côté vous garantissez une qualité, de l'autre vous bloquez la possibilité de faire des nouveaux produits plus innovants, plus utiles, etc., etc. Mais ne nous y trompons pas, les verriers défendent le privilège, et aussi bien ceux qui l'ont que ceux qui ne l'ont pas. Parce qu'en réalité, ceux qui ne l'ont pas, tout ce qu'ils cherchent, c'est à rentrer dans le jeu et pas à casser le jeu. C'est-à-dire ce qu'ils veulent, c'est qu'eux aussi, ils aient droit à un privilège. Si on regarde, par exemple, la tentative d'établissement d'une nouvelle verrerie
à côté de Bordeaux par le fameux Sans-Année, qui on trouve en face, le sieur Van de Brande, qui a eu le droit d'ouvrir sa verrerie à Libourne, et la veuve Mitchell, et les deux vont monter un dossier devant l'inspecteur des... Il s'appuie sur les rapports de l'inspecteur des manufactures, des subdélégués, de l'intendant, parce que, tout simplement, ils arrivent en disant « mais nous, on nous a accordé des conditions, et en échange de ces conditions, on a respecté ce que vous nous avez prescrit. Donc, c'est le contrat, chacun le respecte. On va pas... si vous introduisez quelqu'un d'autre dans le jeu, c'est que vous ne respectez pas les clauses qu'on nous avait allouées. » Ils sont très forts pour développer ça. Et puis, c'est des années de travail avec l'intendant, avec l'inspecteur des manufactures. Donc, ils ont un réseau derrière. Donc, face à l'immuabilité du document, apparaissent un ensemble de stratégies aussi visant à le détourner, à le contourner. Selon une lettre adressée au contrôleur général le 25 décembre 1741, Fomberg, qui a obtenu en 1725 un privilège exclusif d'une durée de 30 ans pour une verrerie à Bordeaux, en réalité, apparemment, ou en tout cas c'est ce que dit Mitchell, Fomberg aurait essayé un peu sous la table de revendre son privilège. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez obtenu le fameux passe-droit, vous pouvez aussi, s'il y a des concurrents qui se bousculent au portillon, plutôt que de produire pour vous-même, revendre ce privilège-là. D'autres aussi jouent sur les silences du règlement. Le titre obtenu par Mitchell en 1738 stipule, je cite, qu'il est fait défense d'en établir de semblables à 10 lieues à la ronde. Comment ils jouent? Ils font, mais on n'a pas établi une nouvelle verrerie. Là, ils exhument le reste d'une vieille verrerie qui fonctionne plus depuis 50 ans, mais en disant non, mais c'est pas nouveau, elle était déjà là, la verrerie, donc elle ne relève pas du texte que vous avez, et donc à partir des vieux restes, moi je peux en fonder une autre. Et donc ça, c'est le bonheur pour l'historien, parce qu'évidemment, chacun défend son point de vue, donc vous avez des dossiers comme ça où chacun va défendre oui mais il y avait ça, oui mais il y avait ça, oui mais en telle année vous aviez une verrerie à tel endroit, et donc pour nous c'est énormément d'informations. Donc Mitchell, vous l'aurez compris, est un cas très intéressant qui est à la fois typique et atypique. En réalité, il emprunte à différents modèles mais sans jamais y coller tout à fait. Il ne correspond pas à la figure de l'inventeur. Alors oui, il arrive avec un secret de fabrication, mais ce n'est pas une invention, on est plutôt sur du transfert de compétences. Le modèle de l'artisan étranger qui importe son savoir-faire, on voit bien qu'avec lui, ça ne correspond pas. Il a été charpentier de marine à la base, il attend 10 ans avant de se lancer dans l'aventure. Ça veut dire que très probablement, c'est plutôt un entrepreneur qui a engagé du personnel compétent et formé en Angleterre qui l'a fait venir à Bordeaux. Par sa pluriactivité, en revanche, il correspond assez bien à ces figures d'hommes d'affaires qui voient dans la verrerie ou autre chose un moyen aussi de valoriser d'autres ressources. Le cas Mitchell, il illustre aussi un des actuels renouvellements historiographiques, à savoir qu'il faut se départir de cette figure de l'inventeur isolé ou de l'espèce d'aventurier industriel. Sa réussite, elle est avant tout le résultat d'une convergence entre la demande d'un marché en expansion et puis la volonté étatique de relancer les verreries. Tout ne peut pas être expliqué par la qualité intrinsèque du produit livré. En d'autres termes, il n'y aurait pas de Mitchell s'il n'y avait pas le vin de Bordeaux et surtout s'il n'y avait pas le nouveau vin de Bordeaux. De fait, l'homme se retrouve au carrefour de plusieurs innovations. Nouveauté du contenu, ce vin vieux mis au point après de nombreux tâtonnements. Nouveauté du contenant, la bouteille, bien sûr, mais qu'on ne saurait séparer des problématiques liées aux bouchons et aux tire-bouchons. Et nouveauté, enfin, des marchés avec l'explosion de la demande antillaise. Je vous remercie.